Champ Politique aujourd'hui vous emmène à l'Université de Lille, quelques 80 000 étudiants. Ils viennent de médecine, droit, langue ou biologie. Comment voient-ils l'avenir? Quelles sont les difficultés auxquelles ils sont confrontés? Nous sommes allés prendre le pouls de cette jeunesse étudiante. Ça nous fait plaisir. C'est dans l'enseignement alors. Dans l'enseignement, oui. Troisième année de bio. D'accord. Master 1. Master 1, oui. Bonjour, merci à tous d'être avec nous ici dans ce lieu de rencontre de l'université. Nous sommes venus pour vous entendre et la première chose que j'ai envie de vous demander en cette rentrée 2025, c'est comment allez-vous ? Ça va bien. Ça va bien. En ce moment, la France, on le sait, au niveau politique, vit une situation assez inédite. Est-ce que vous savez un peu ce qui est en train de se passer en ce moment ? Vous vous sentez concerné ? Complètement, oui. Maxime, toi pas du tout ? Non. Parce que tu ne t'informes pas ou... Non, je ne m'informe pas. En fait, si je me dis qu'est-ce que je peux faire pour changer le monde, et là, comme ça, à mon échelle, je peux pas. Donc, je m'intéresse pas. Je pense que c'est plutôt l'inverse, à vrai dire. Je pense que s'informer, c'est la chose primordiale à faire, surtout sur ce qui se passe, quoi. Surtout rien de ce qui s'est passé cette semaine. Oui. Donc, moi, ça m'inquiète énormément et par défaut, j'ai envie de savoir ce qui se passe, comprendre les aboutissants. Et en quoi, en tant qu'étudiant, ça va m'impacter, mais pas que, parce que toute ma famille n'est pas étudiante, quoi. Et comment vous vous informez du coup ? Avec les réseaux sociaux, Tweet. Hugo Décrypte, Twitter. Les journaux. Vous faites attention aux sources quand vous lisez quelque chose, même sur les réseaux ? Oui, c'est important. Il faut regarder Hugo Décrypte. Vous allez les chercher, les informations, ou elles viennent à vous comme ça sur vos fils de réseaux sociaux ? C'est allé pour toi. Ouais, ça vient Ouais, directement à nous. Et d'ailleurs, des fois, c'est agaçant quand on veut pas forcément être au courant parce qu'on s'y connaît pas. Des fois, on a une surcharge d'informations et ça, je trouve, des fois, c'est assez dur à vivre. Oui, ça peut être angoissant, C'est ça. etc. Ouais, Par complètement. rapport à... Surtout que c'est rarement pour des bonnes nouvelles. Sur la vie politique, est-ce que ça, c'est des informations qui vous intéressent ou globalement, vous avez tendance à zapper ? Si, ça nous Ouais, intéresse. ça nous intéresse. Ouais. C'est intéressant parce que c'est intéressant, mais aussi c'est un peu marrant Ouais. de voir tous les rebondissements qu'il y a en ce moment. Vous en parlez entre vous un peu ? Oui. Ça arrive. Non. On en rigole, quoi. Ouais. Oui, voilà. Pour vous, c'est plutôt source de rire alors ou de désespoir ou comment vous le C'est voyez un là ? rire nerveux, je dirais plutôt. C'est un peu de tout. C'est compliqué, quoi. Et qu'est-ce qui vous manque éventuellement alors pour vous intéresser à la situation politique ? Moi, si je me dis... moi, là, si j'existais ou si j'existais pas, ça aurait rien changé. Ça veut dire... si je m'intéresse, ok, c'est bien, mais je pourrais ne pas m'intéresser et faire ma vie aussi. Est-ce que vous vous impliquez dans la vie citoyenne, la vie associative ? Moi, j'étais président d'une asso étudiante l'année passée. Et cette année, je travaille à la fac pour le département des langues. Et j'assiste toutes les associations de langue. Donc, je suis très investi dans la vie étudiante à l'université. Ouais. Et pourquoi tu t'engages ? Parce que je trouve ça important. Je veux dire, la fac, c'est une période très importante pour nous tous. Ça peut durer très longtemps. Tout dépend du nombre d'années qu'on veut faire. Et ce sentiment de solitude, c'est très présent chez les étudiants. Et c'est vrai que les associations, c'est ce moyen de se faire des amis sur un sujet commun ou un hobby en général qui fait que on a cette envie de continuer et de se faire de nos amis. Et ça nous donne aussi de la force à valider nos études, en fait. J'en vois acquiescer. Est-ce que c'est un sentiment que vous avez pu partager, la solitude étudiante ? Moi, pas personnellement, mais je sais que dans ma promotion, certains peuvent se sentir un petit peu sur le côté. Et donc, c'est pour ça que moi, avec mon association étudiante, on essaye un peu d'apporter des petites animations pour les étudiants, des petits déjeuners, des moments conviviaux en fait, avec les étudiants. Ça peut leur permettre aussi de se changer un peu les idées. Moi, personnellement, je suis investi dans une association de sport, donc auprès des jeunes, auprès même des plus vieux, etc. Et pour rebondir sur ce qu'il disait tout à l'heure, en fait, quand on a un sentiment d'impuissance vis-à-vis du gouvernement, qu'on ne peut pas changer les choses, etc., franchement, s'investir dans ça, dans une association sportive, par exemple, ça te donne les moyens un peu de faire sourire les gens, de les aider, de leur faire penser à autre chose. Donc, C'est votre moyen de faire changer les choses. voilà, c'est ça, à notre petite échelle. Emmanuelle Jourdan-Chartier, vous êtes vice-présidente de la vie étudiante à l'Université de Lille. Les jeunes sont-ils toujours impliqués dans les associations autant qu'avant ?
toujours impliqués. Il y a eu pour toutes les associations étudiantes, mais pour toutes les universités, à Lille comme ailleurs, une forte baisse au moment de la pandémie de Covid, puisque l'activité associative était complètement réduite à néant. On a retrouvé aujourd'hui, en termes à la fois de nombre d'associations, aux alentours de 150, puis de nombre de projets par an, à peu près ce qu'était la situation avant le Covid. Donc je pense qu'il n'y a pas du tout de refus d'engagement des jeunes. L'engagement, ce n'est pas un modèle d'engagement. Ça peut être des étudiants élus, des étudiants engagés dans des assos de solidarité, dans des assos de loisirs, de théâtre, de sport. Pour moi, des étudiants qui se mobilisent politiquement, c'est aussi des étudiants engagés. Donc les modalités d'engagement, il n'y a pas de raison que la jeunesse soit moins diverse que les autres périodes de la vie, quoi. Revenons maintenant au concret, à votre vie quotidienne d'étudiant. Est-ce qu'aujourd'hui, vous avez le sentiment que c'est difficile? Difficultés financières, par exemple? Ah, ça existe. C'est dur, il faut compter? Ouais. Vous avez des jobs étudiants les uns et les autres? Oui. Ouais. Bah, moi, là, comme je travaille ici sur le campus Pont-de-Bois et que je suis aussi en cours sur le campus Pont-de-Bois, c'est pratique parce que je peux aller en cours, aller travailler, retourner en cours. Mais si j'avais un travail en dehors de la fac, je pense que ça serait beaucoup plus compliqué. Oui. Moi, je travaille, je suis étudiante relais santé. Et donc, c'est pareil, c'est un système par rapport à l'université et financé par la région Hauts-de-France. Et on fait de la prévention au sein de la communauté étudiante. Et donc, l'avantage qu'on a, c'est que nos heures sont adaptées par rapport à nos cours. Donc, ça nous permet de pouvoir jongler entre les deux. Mais effectivement, pour les jobs plus alimentaires, c'est beaucoup plus compliqué. Et ça fait des personnes qui se couchent très, très tard et retournent en cours le lendemain lorsqu'ils travaillent au McDo ou dans d'autres fast-food ou autres. On parle de précarité étudiante. Est-ce que ça vous arrive de vous priver? Est-ce qu'il y a des gens autour de vous qui doivent se priver? Énormément, oui. Il y a beaucoup de gens, Ouais. beaucoup d'étudiants. Ouais. Il y en a plein qui sautent des repas et malheureusement, il y en a plein qui n'ont pas la chance d'avoir des parents qui sont derrière eux aussi. Ouais. Ou même s'il y a des parents, les parents ne peuvent pas suivre parce que tout coûte de plus en plus cher. Et donc, oui, la première chose qui saute, c'est à manger, quoi. C'est le plus simple, on peut s'en passer une ou deux journées. Après, ça devient plus compliqué, mais bon. Oui, on se retient dans nos sorties, on sort moins, ça peut isoler. Derrière, quand on va au magasin, ça devient une source de stress, puisqu'on ne sait pas, on compte tout et on se rend compte que on ne sait pas quoi mettre finalement dans notre caddie parce que c'est cher. Comment vous tenez les budgets les uns et les autres? Vous avez des trucs et astuces? Moi, j'ai plein d'astuces. Je suis rempli d'astuces pour manger déjà. Alors déjà à côté, il y a les pâtes. On peut payer 1 euro. Ça veut dire que je prends 2 boîtes de pâtes, j'en prends un le midi et je ramène un pour le soir. Ça veut dire que je mange 2 euros pour la journée. Si je fais ça sur toute la semaine, au final, pour 5 jours, je paye que 10 euros. Ça veut dire que c'est pas mal. On cumule du travail. Donc personnellement, je cumule de travail étudiant. Moi, j'ai eu la chance de travailler ici sur le campus Pont-de-Bois. Et j'habite juste à côté, donc c'est pratique. Et après, à côté, j'ai quand même un autre travail étudiant où voilà, c'est compliqué. Donc on n'a pas le choix. Après, il y a beaucoup d'aides alimentaires qui sont faites aussi au niveau de Lille. Il faut juste pouvoir être au courant de tout ce qui se passe. Et en fait, c'est ça la communication aussi, parce qu'il y a plein de choses qui ont été mises en place, sauf qu'elles ne sont pas toujours à la connaissance des étudiants. Donc il y a des paniers solidaires, il y a des épiceries solidaires. C'est pareil pour des friperies solidaires aussi, pour pouvoir aussi s'habiller et être bien aussi en tant qu'étudiant. Emmanuelle Jourdan-Chartier, c'est une réalité, cette précarité étudiante? C'est une réalité, y compris la précarité alimentaire que vous venez d'évoquer. On a réalisé il y a maintenant 2 ans une grande enquête sur la précarité alimentaire des étudiants de l'Université de Lille. 30% des répondants sur un échantillon qui était de près de 6000 étudiants, avec correction de variables, de genre, enquête très sérieuse, disaient s'être déjà privés et donc étaient en précarité alimentaire. Quelle que soit l'intensité de cette précarité alimentaire. Il y a un facteur qui est très très important sur la situation de précarité des étudiants, c'est le logement. Le logement, c'est hyper cher, c'est très compliqué, voilà. Donc le budget logement est tel que c'est sur le budget alimentaire et le budget sortie que les étudiants vont rogner. C'est désastreux, parce que pour réussir à l'université, il ne faut pas manger que des pâtes. On a envie de prendre soin de vous et de vous dire non, mangez des fruits, des légumes, mangez, voilà. Et on sait bien qu'en même temps, s'ils ne peuvent pas, c'est hyper compliqué. Alors effectivement, on a mis en place plein de dispositifs, mais
c'est toujours compliqué. Et le logement, c'est une galère. Vous avez vécu les uns et les autres des difficultés, Meryl ? Oui, déjà pour trouver un logement sur l'île, il y a quand même une vraie crise du logement. C'est beaucoup de visites, des logements qui ne sont pas forcément décents, voilà, et qui sont très chers surtout. Donc c'est assez compliqué et on n'est pas tous non plus éligibles aux aides du Crous. Et donc ça peut être compliqué pour se loger, et c'est sur le budget nourriture et sortie qu'on se prive, quoi. Les logements partent très vite, en 1 heure, ils ont déjà 30 visites de programmées, donc en fait c'est très compliqué de trouver quelque chose, ne serait-ce qu'à visiter. Personnellement, je viens de Troyes, dans l'Aube. Donc effectivement, quand je suis arrivé ici, j'avais eu ma réponse en août. On avait énormément cherché pour des logements. Et c'était vraiment, vraiment compliqué de trouver au plus près de l'école et dans un tarif assez convenable, on va dire. Alors parlons un petit peu de vos choix d'études. Comment vous en êtes arrivé, Mathurin, par exemple ? Comment vous avez choisi vos études ? Alors, j'ai toujours su que je voulais faire dans le domaine scientifique. Et donc, après avoir eu des bons professeurs de maths et de physique, j'ai su que ce que je voulais faire, c'était de l'ingénierie. Et donc, pour ça, j'ai choisi une école d'ingénieur généraliste qui me laissait la possibilité de choisir, après 2 années de prépa, autant de spé que je voulais, 170, il me semble. Et donc, c'est pour ça que j'ai choisi à la fin Polytech Lille, en mécanique, en 3e année. C'est pour ça que je suis là. Et Jamel, le choix, il était aussi simple ? Actuellement, je suis en études de chirurgie dentaire, mais à la base, c'était pas du tout parti comme ça. J'avais fait le concours une première fois, il y a de ça maintenant 7 ans. Ensuite, je l'ai raté. J'ai décidé de ne pas redoubler directement. J'étais un peu en dépression, etc. Donc, je me suis réorienté. Ça m'a pas plu. Pendant 4 bonnes années, j'ai arrêté l'école. Et ça m'a pas plu. J'ai décidé de reprendre mes études. J'ai ressaisi ma chance. J'avais une 2e chance pour le concours. Je l'ai faite. Ça a fonctionné. Je suis allé en dentaire et puis voilà. Est-ce que c'est difficile de choisir son avenir, de choisir son université, de choisir ses études ? C'est très dur même. C'est hyper dur. Surtout que maintenant, ça se décide même avant d'avoir le bac ou avec cette réforme qu'il y a eu de quelques années sur le bac. Maintenant, on demande aux élèves de prendre des spécialités qui vont, entre guillemets, presque tracer d'avance leurs choix qui vont arriver sur Parcoursup quelques années plus tard, quoi. Et choisir un métier aussi, parce qu'on sait que quand on va dans une filière, il faut déjà avoir une petite idée de ce qu'on veut faire. Déjà, en termes d'études, il faut arriver dans l'école qu'on veut. Ensuite, moi, je candidate pour les masters, donc je suis en biologie. 3e année de licence, c'est compliqué déjà pour les masters, c'est bouché. Après, pour le professionnel, c'est encore bouché dans beaucoup de domaines, notamment la recherche, les sciences, etc. Donc, c'est pas toujours évident de pouvoir savoir si on va avoir un job et dans quel domaine, et s'il correspond aussi à nos années d'études par rapport au salaire. Comment le choix il se fait ? Est-ce que les parents, ça rentre en ligne de compte ? Bien sûr. Non. C'est moi qui décide de ma vie. Ça dépend du soutien aussi financier dans nos études, etc. Si elles sont plus ou moins longues, donc ça peut aussi jouer un rôle important dans nos choix, je pense. Vous êtes inquiet pour l'avenir, les perspectives économiques ? Oui. Non, oui. Dans mes études en médecine, je vois l'état de l'hôpital se dégrader en permanence. On augmente le cursus, le nombre de places. Donc le nombre d'étudiants augmente, c'est top. Sauf que là, on stage, donc le moment où on est vraiment formé, au lieu d'un stage de 5 semaines, j'ai que 15 jours, parce qu'en fait, il y a trop d'externes. Et c'est mon premier stage, c'est hyper formateur. Et je vais passer 15 jours au lieu de 5 semaines. Donc même à ce niveau-là, ça fait peur de se dire, est-ce qu'on sera aussi bien formé qu'avant ? Est-ce que le facteur financier, ça rentre en ligne de compte quand on choisit sa carrière ? Maxime, je te vois hocher la tête. Si on travaille, c'est pour l'argent. Je veux dire, il y a les passions aussi, mais c'est l'argent la principale motivation quand même. Alors rappelle-nous tes études, tu veux faire économie, quoi plus gestion. Alors là, par contre, plus tard, on peut demander à n'importe quel étudiant de cette licence et personne ne sait. Moi, j'aimerais bien faire de l'argent. Il y en a parmi vous qui veulent faire des cursus où ils savent que peut-être financièrement, ce sera compliqué. Oui, complètement. Je suis en master 1 en arts plastiques. On sait que le domaine des arts plastiques, c'est plutôt bloqué en ce moment et ça fait plusieurs années où on menace de supprimer notre filière et on se bat tout le temps pour ça. Et c'est aussi un métier qui est un domaine qui est très fermé.
Donc on se demande si on aura un travail dans le domaine de l'art ou pas. Mais il faut toujours y croire et il faut essayer de se faire des contacts, de voir du monde et de se donner des chances d'y arriver. Certains d'entre vous veulent aussi travailler dans la fonction publique. Est-ce que c'est une crainte de voir un petit peu tout ce qui se passe aujourd'hui ? Complètement. J'aimerais bien devenir enseignant d'anglais, donc via le CAPES. Et c'est vrai que là, par exemple, la situation au ministère de l'Éducation est vraiment pas favorable pour nous parce qu'il y a 2 diplômes différents. Ils savent pas vraiment où ils vont pour arriver au même stade. Et en fait, déjà, le métier donne plus trop envie. Ça devient de plus en plus compliqué, quoi. Et c'est pas très valorisé. Et c'est vrai que ça... Pourtant, moi, c'est peut-être pas une vocation, mais en tout cas, ça me touche beaucoup, ce métier. Et je me dis, c'est quand même super triste d'en arriver là, quoi. Bon, ça me fait réagir comme enseignante. Moi, je trouve que... je partage, les universités comme les étudiants. Parfois, on est dépendant du cadre ministériel. Là, en l'occurrence, sur la réforme des concours de l'enseignement, comme vous, on construit au fur et à mesure avec toutes les incertitudes gouvernementales. Comme vous, je partage l'idée que c'est un métier qui est insuffisamment valorisé et que voilà. Et en même temps, moi, je trouve que c'est un métier génial. Donc voilà, je pense. Mais ce qui me fait réagir dans tout ce que vous avez dit, c'est que je comprends à quel point c'est angoissant, à quel point c'est un truc quand même très pesant. Et en même temps, comme enseignante et comme VP, j'ai envie de dire. Ne stressez pas tant, parce qu'en fait, la vie est longue, vous allez changer de métier plein de fois, vous ne savez même pas exactement... voilà, il y a aussi... je pense que on colle une espèce de très forte pression sur les lycéens, puis les étudiants, comme s'il fallait qu'ils décident d'un truc qui était décidé de son métier pour la vie entière, et en fait, la vie n'est pas du tout comme ça. Enfin, je veux dire, il faut aussi faire des études pour se faire plaisir, parce que ce qu'on étudie nous intéresse. On parle souvent, depuis le Covid, de la santé mentale des jeunes. D'après un sondage de la Mutualité française et l'Institut Montaigne, 1 jeune sur 4 de 15 à 29 ans souffrirait de dépression. Avez-vous déjà eu ce sentiment dépressif ou des crises d'angoisse les uns les autres ? Oui. Jamais. Et ça se caractérise comment alors ? C'est souvent à l'approche des partiels où on est plus anxieux, on mange moins ou on mange plus. On ne dort pas bien du tout et il y a un peu tout le poids de la vie. L'impression que si on rate, ça va être plein de conséquences dramatiques, qu'on va rater sa vie, qu'on va rater son métier. Moi, je parle aussi parce que j'ai aussi fait le concours de médecine PASLAS. Donc, les examens sont assez stressants et anxiogènes. Donc, c'est compliqué à vivre. Et puis avec toute l'incertitude gouvernementale, ça rajoute beaucoup de stress. Donc, Avant de faire des études d'art, j'ai fait des études de gestion d'entreprise qui ne me plaisaient pas du tout. Et du coup, je me suis renfermée là-dessus. Et je pensais que finalement, j'arriverais jamais à faire ce que je veux dans la vie. Et finalement, je m'en suis sortie. Et je pense aussi que c'est important de bien choisir ses études. De choisir, du coup c'est là où je ne suis pas d'accord avec toi, de choisir de faire quelque chose qui nous passionne, parce que finalement si on ne fait pas quelque chose qui nous passionne, on va passer sa vie à être malheureux. Et l'argent c'est bien, mais être heureux c'est bien aussi dans la vie. Mais je peux être heureux avec l'argent. Tant mieux pour toi. Si on a du stress par rapport à l'environnement, par rapport à tout ce qui se passe en ce moment, même dans le monde, je pense de manière en générale, on est plutôt anxieux de tout ce qui se passe, que ce soit rien que de notre avenir, de ce qu'on va manger ce soir. Et en fait, le cumul, plus l'éloignement potentiel avec la famille, etc. Je pense que de manière générale, un étudiant est stressé. Vous parlez stressé pour l'environnement, c'est le réchauffement climatique, c'est l'éco-anxiété dont on parle. C'est mon domaine d'études, du coup, je suis plutôt dans l'environnement et c'est ce qui me fait très peur par rapport à la direction globale de la politique, etc., qui ne met pas en avant spécifiquement l'environnement, alors que pour moi, c'est vraiment quelque chose de très important et primordial, et du coup, qui me donne de l'insécurité sur mon futur métier, qui porte sur l'écologie, mais donc... Vous aussi, le réchauffement climatique, ça vous angoisse ? Quand on voit la manière dont les personnes qui nous dirigent, elles sont complices, par exemple, de grandes entreprises qui vont polluer, faire ce qu'elles veulent, etc., sans aucune conscience écologique, des fois, ça énerve. Voilà. Et la situation, globalement, dans le monde, vivre dans ce monde aujourd'hui, comment vous voyez les choses ? C'est compliqué. Je trouve qu'on se sent plus concerné, je pense, que... nos précédentes générations, je pense, déjà, ça pourrait être compliqué pour
des personnes qui vivent un conflit géopolitique, mais c'est que là, avec les écrans et les réseaux sociaux, on a à la portée de main tout ce qui se passe. On voit même des fois des vidéos qui sont choquantes de faits de guerre, d'événements tragiques. Justement, quel est votre rapport aux écrans? Vous y passez beaucoup de temps? Ah oui, trop. Oui. Ah Bah oui. oui. Ouais. Bah même rien que pour les études, par exemple. C'est vrai que maintenant, tout est basé sur le PC ou sur des documents en ligne, etc. Donc déjà, rien que l'enseignement lui-même a pris un cap vers les écrans. Mais c'est vrai que notre génération est quand même beaucoup plus connectée, ouais. Donc ça, c'est sûr. Quand on voit qu'on peut arriver facilement à 5 heures, 6 heures d'écran par jour, et puis c'est terrifiant juste de passer tout ce temps sur écran. Et puis souvent, c'est pour des choses qui n'ont aucun intérêt. C'est de la pure dopamine, tac, tac, tac. Et même après, on se sent pas forcément bien. Je pense que ça joue globalement sur tout notre vie sociale, notre santé mentale, notre estime de soi. Même, je pense que derrière, on pourrait faire des activités beaucoup plus valorisantes, manuelles, qui permettraient de baisser notre stress, de pouvoir avoir un produit fini dont on est fier. Moi, pour ma part, j'utilise une application pour essayer de baisser mon nombre d'heures d'écran, mais c'est vrai que c'est super compliqué. Socialement. Un des enjeux pour l'avenir, c'est aussi l'intelligence artificielle. Est-ce que vous vous observez? Ah oui, à tous les jours. Ah oui. Pour les devoirs? Pour les devoirs. Aussi pour toutes les questions que je me pose dans la vie, je demande ChatGPT, il est là pour moi. Tous, vous l'utilisez ou au contraire, ça vous effraie? Comment vous vous placez par rapport à l'intelligence artificielle? Il faut être plutôt nuancé par rapport à l'intelligence artificielle. Je pense que pour beaucoup de domaines, ça peut nous être très utile. Mais c'est vrai qu'il faut savoir aussi son impact sur l'environnement, encore une fois, et sur les populations aussi locales par rapport à la disponibilité en eau douce de certaines régions, parce que souvent les data centers sont dans des régions désertiques parce que ça coûte pas très cher. Mais donc je sais que je l'utilisais beaucoup lors du début de ChatGPT, et quand j'ai compris tout ce qu'il y avait autour et que c'était pas que écologique mais aussi social, j'ai beaucoup régulé mon utilisation. Nawel, est-ce que ça t'effraie l'utilisation de l'intelligence artificielle dans ton futur métier, dans tes études d'anglais? Ça m'effraie pas, mais c'est vrai que j'aimerais pas que ça devienne un réflexe. Je te juge pas du tout, mais c'est vrai que quand tu as une question, essaie de demander aux gens autour de toi avant, regarde sur Internet, mais toujours demander à ChatGPT, franchement, c'est triste, quoi. Moi, en tout cas, dans mes études de communication, ça devient un petit peu banal d'utiliser l'IA. Parce que maintenant, les profs font avec. En fait, avant, c'était un peu faites attention, on va regarder si vous ne faites pas tout avec ChatGPT. Mais maintenant, les profs s'adaptent en fonction des IA. Et même dans le monde professionnel, moi, je l'ai vu pendant mon stage l'année dernière. Dans le monde professionnel, on utilise aussi l'IA, mais à bon escient, on n'en abuse pas non plus. Il ne faut pas oublier que derrière, il y a aussi le travail humain. C'est le plus important, quoi. Comment vous voyez? Est-ce que vous arrivez à vous projeter dans 10 ans, dans 20 ans? Est-ce que vous avez un projet clair? Personnellement, oui. Enfin, je sais que j'ai envie d'être enseignante et que je vais passer les concours. Après, je ne sais pas si je les aurai du premier coup, mais je ne pense pas changer de formation. Enfin, je pense réessayer jusqu'à que je l'ai, quoi. Donc, On dit beaucoup que votre génération ne veut pas d'enfants aussi. Vous vous voyez avec un seul métier et des enfants? Ou comment vous voyez les choses les uns les autres? Des enfants. Des enfants. Des enfants? Pas d'enfants. Tous? Non. Pourquoi? J'ai la sensation qu'on a beaucoup évolué en pensant que les enfants c'était important parce que ça laissait un héritage de notre personne. Mais du coup, il ne faut pas que l'enfant devienne une extension de nous-mêmes. Après, il y a aussi la question de pouvoir avoir des enfants. Je pense que c'est surtout ça la vraie question. C'est qu'avoir des enfants de nos jours, ça implique un budget chaque mois, ça implique pouvoir dédier sa vie à ses enfants, parce qu'on part du principe que si on a des enfants, on leur doit aussi. On doit prendre soin d'eux. Et dans le monde dans lequel on vit, on se demande quel lendemain on va avoir pour nos propres enfants. Même nous, on n'est pas certain d'avoir un futur correct. Alors imaginons, pour nos enfants, ça devient de plus en plus compliqué, quoi. Ça fait peur. L'avenir est inquiétant, mais des fois j'ai ces réflexions aussi. Je me dis, il y a quelques siècles aussi, ils avaient un avenir inquiétant quand il y avait des guerres, des conflits, etc. Mais je pense qu'il ne faut pas arrêter d'espérer et d'être tenace et de rester positif à l'avenir. Et justement, en faisant des enfants,
on crée des moyens de transmettre des nouvelles façons de voir la vie, de voir les choses et de pouvoir faire quelque chose. Parce que si dans quelques années, on se retrouve et qu'on n'est plus du tout assez nombreux, par exemple au Japon, où là, ça devient très compliqué par rapport au travail, il y a une grosse baisse démographique, on ne sera plus en mesure de faire quoi que ce soit. Et je pense que il faut continuer d'espérer et que la vie, c'est du positif. Voilà. Emmanuel Jourdan-Chartier, juste pour finir cette émission, comment vous les sentez, ces jeunes? On a entendu quand même un peu d'optimisme, mais aussi beaucoup de pessimisme finalement. De pessimisme, je ne sais pas, d'un sens de ce qu'est la réalité. On ne peut pas non plus... c'est des jeunes, mais aussi des jeunes étudiants à qui on demande de développer leur esprit critique, qui s'aperçoivent que le monde va mal, ça me semble plutôt... voilà. Je voudrais surtout les sentir libres, c'est-à-dire que... libres justement de vouloir des enfants ou de ne pas en vouloir. Je pense que c'est une génération qui a aussi effectivement beaucoup d'anxiété, beaucoup de pression, mais qui doit préserver impérativement sa liberté de choisir, de construire, de faire mieux que nous. Donc. Eh bien, ce sera le mot de la fin. Alors, merci beaucoup. Merci à tous d'avoir témoigné dans cette émission. Dimanche en politique continue avec Francis Letellier. Je vous souhaite un très beau dimanche. Vous allez pouvoir débriefer. En fait, c'est là que ça va devenir intéressant. C'est quand vous allez débriefer entre vous parce que vous n'êtes pas tous d'accord.